soir, je voudrais vous parler de la théorie de l'évolution, du transformisme de manière plus générale. Vous savez que c'est une théorie qui est majoritaire chez les savants. Les biologistes, à plus de 90%, sont transformistes, sont évolutionnistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que les espèces descendent les unes des autres. Et en fait, cette théorie a été remise en cause par de très grands savants qui sont méconnus et qui nous disent en réalité, le darwinisme n'a aucun fondement scientifique. Alors là, je suis là pour présenter très brièvement un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle Le chaînon manqué. C'est un peu un titre ironique à propos du chaînon manquant. Et le sous-titre est Pourquoi la théorie de l'évolution est une croyance. Vous allez voir, je vais vous présenter en quelques points une petite synthèse de cet ouvrage pour vous montrer que cette théorie n'est pas fondée scientifiquement. Comme vous le savez, Darwin a fait un grand voyage de 5 années. C'est au cours de ce voyage qu'il a accumulé un certain nombre de données, parce que les idées du transformisme, en fait, existaient depuis très longtemps, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs philosophes avaient émis cette idée, Anaximandre de Milet, puis tout au long de l'histoire, Lucrèce et d'autres savants ont émis l'idée d'une transformation à partir de l'eau, des poissons, etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au XIXe siècle avec Darwin, Lamarck et tous les zoologistes de cette époque? C'est qu'on accumule un certain nombre de données, et ces données vont donner l'impression que tous les faits convergent, il y a une série de faits qui convergent qui soutiennent cette idée de transformation des espèces les unes dans les autres. Alors Darwin va partir de Lamarck, il ne le considère pas tellement, c'est un personnage un peu spécial, mais il rendra hommage à Lamarck pour son transformisme. Et je disais, au cours du voyage avec le Beagle, sur le Beagle, pendant les 5 années, il s'est embarqué à 22 ans, il va accumuler un certain nombre de données qui vont dans le sens de la théorie de l'évolution, qu'il pense aller dans le sens de la théorie de l'évolution. Alors ces 5 faits, le premier qu'il constate, c'est l'adaptation des espèces à leur milieu local. Quand il arrive aux îles Cap-Vert, dans l'Atlantique, il s'aperçoit qu'il observe les pinsons. Une fois arrivé dans le Pacifique, dans les îles du Galapagos, à l'ouest de l'équateur, il observe les mêmes pinsons avec des différences relativement importantes dans la forme du bec et dans la morphologie de ces oiseaux. Donc il se dit, pourquoi Dieu aurait-il créé, il faut savoir que Darwin était très croyant dans sa jeunesse, pourquoi Dieu aurait-il créé des espèces par localité? Ça paraît un peu invraisemblable. Donc l'idée d'adaptation, de variation par adaptation, paraît tout à fait sensée. Deuxième grand fait que Darwin évidemment avait constaté, puisque c'était un naturaliste, un zoologiste né, il sait que la sélection exerce une vraie pression sur les espèces. La sélection, c'est quoi? C'est le milieu. Il y a des prédateurs. Le climat peut être très dur et faire disparaître certaines espèces qui n'ont pas la résistance suffisante, ou encore le manque de nourriture. Là encore, on va voir que cette idée de sélection est très intéressante. Ça va être pour lui quasiment un principe clé, presque une divinité dans la théorie de Darwin, mais on va voir que c'est un fait qui ne se vérifie pas comme lui l'attendait en tout cas. Troisième fait auquel il tient beaucoup, Michael Denton, un des biologistes qui a écrit dans les années 70 un livre sur l'évolution comme théorie en crise, dit que ce troisième fait dont je vais vous parler est quasiment la raison d'être de la théorie darwinienne. C'est ce qu'on appelle l'homologie, le fait que les espèces se ressemblent. Il y a une ressemblance entre une aile de chauve-souris, entre une nageoire de baleine et puis la main humaine, les pattes de certains animaux. En particulier, on retrouve toujours le schéma pentadactyle, c'est-à-dire avec 5 doigts. Donc cette idée que les espèces se ressemblent ont été conçues sur le même plan de base, avec des variations bien sûr qui vont selon le milieu et selon l'histoire de chacune de ces espèces. Quatrième point très important qui est aussi, tous ces arguments vont être décisifs dans sa décision de décrire l'origine des espèces et de le publier, c'est la géologie. Darwin était un naturaliste, mais il était aussi passionné de géologie, qu'il a un peu étudié. Il a écrit 3 études sur la géologie.
Et lors du voyage sur le Beagle, il avait avec lui un livre qui était un peu sa Bible, qui était les principes de géologie de Lyell. Lyell, c'était un géologue amateur, qui était un géologue de renom quand même, un avocat de formation, mais qui avait une grande notoriété. Son livre était, paraît-il, remarquable. Et Darwin avait ce livre à bord, et ce que soutient Lyell dans ce livre, c'est que la formation des couches géologiques se fait de manière très lente. Il avait estimé que l'érosion, par exemple, se fait à un rythme de 33 cm par an. Et il en venait à estimer les grands canyons américains s'étant formés sur une durée de 35 000 ans. Alors Darwin avait médité cette idée, et lors de son voyage, il observe des grands canyons, et il est évidemment émerveillé par tout ce qu'il voit. Il faut se situer, on est en 1831, c'est une expédition tout à fait extraordinaire. Et Darwin voit les grands canyons, et il est convaincu par la théorie de Lyell. Il est convaincu par la géologie de Lyell. Et vous voyez facilement le parallèle entre la géologie et les variations d'espèces. Tout ça se fait très lentement, les grands canyons se forment très lentement. Pourquoi pas les espèces ? Tout ça ne se fait pas à vue d'œil, on ne voit pas les grands canyons se faire, tout ça se fait sur des milliers d'années, voire des millions d'années. Si on transpose le raisonnement aux espèces, on aura cette même approche de variation extrêmement lente et graduelle, et ça va être un de ses principes de base, d'autant plus que dans sa formation, il avait retenu ce grand principe d'un théologien épistémologue qui s'appelait Whewell. Il avait retenu ce grand principe que la nature ne fait pas de saut. Donc la nature ne fait pas de saut, et ce que l'on observe dans la géologie comme dans les espèces, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, une variation très lente qu'on peut faire varier par des expériences d'ailleurs domestiques. Darwin a élevé des animaux, élevé des plantes pour les faire varier, et il a obtenu des variations comme des variations que l'on connaît bien. On sait bien que les races de chiens peuvent être extrêmement variables, et Darwin avait obtenu des résultats qu'il avait là aussi frappés. Donc ce quatrième point est très important dans sa théorie. Cinquième argument, ou cinquième observation, lors de ce voyage, il observe plus exactement des couches géologiques, et dans ces couches géologiques, ce qu'il voit, ce sont des animaux disparus, peut-être des dinosaures ou des thériodontes, des animaux disparus, qui s'étagent le long des couches en variant. Vous voyez, ça fait un faisceau de données importantes. Adaptation des pinsons à leur localité, pression de la sélection, tout ça, ce sont des faits qu'on ne peut pas lier. La géologie de Lyell, les variations extrêmement lentes, les fossiles qui varient, l'homologie, le même plan d'organisation. J'ai oublié de dire, même plan d'organisation que l'on retrouve dans le développement des embryons et des fœtus. Haeckel, qui était un embryologiste, va en faire une loi, mais il faut savoir que Darwin, avant Haeckel, avait déjà observé ça et avait déjà fait le lien et retenu ce principe qui va l'amener à élaborer sa théorie. Au bout du compte, donc toutes ces idées vont germer, vont se développer. Il va faire un grand nombre d'observations pendant pratiquement 20 ans. Il va accumuler des données et mettre au point tous ces principes et aboutir à sa théorie, qui va être une théorie non finaliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir que le transformisme avant Darwin, et c'est là où la théorie de Darwin est apparue vraiment comme une théorie scientifique. Avant Darwin, beaucoup de gens ont émis l'idée qu'il y a des transformations d'espèces les unes dans les autres. Lamarck avait développé une philosophie dite zoologique. Donc, les espèces se transforment, mais on pensait qu'il y avait une sorte de force vitale qui amenait les espèces à se transformer. C'est le fameux coup de la girafe. La girafe est obligée de... Les girafes au cou le plus long peuvent consommer les arbres des feuilles les plus hauts, et les girafes qui n'ont pas le cou très long ont tendance à être éliminées.
Et ce trait de caractère va se transmettre d'une génération à une autre, et finalement on aura une girafe avec un cou très long. Évidemment, c'est un peu léger comme explication, parce que la girafe, vous l'imaginez, en train de boire, c'est un petit peu plus difficile. Donc adaptation du côté des feuilles, mais du côté de l'eau, c'est une autre affaire. Bon. Alors, évidemment, Darwin n'adhère pas tellement à cette théorie. Il n'y adhère pas pour la raison que je vous ai dit, entre autres, parce que pour lui, la nature ne fait pas de saut. Et si on introduit une intention, une force vitale dans la nature, c'est en d'autres termes, introduire un saut, une intention, une finalité. Donc il n'est pas question d'introduire de la finalité, il met la question de la religion à côté, il est croyant dans ses années de jeunesse, il reste croyant, il va passer de la croyance au déisme et puis va finir agnostique, la course normale, quelque part, mais au tout départ, Darwin ne mêle pas, est croyant, mais ne mêle pas science et religion. Cette idée de séparation, elle va avoir un grand héritage, un grand succès. Évidemment, la séparation dans le domaine politique, on sait ce que c'est. Il y a une antériorité avec la Révolution française. Mais cette idée de séparation de religion et de la science est là présente aussi dans le darwinisme et dans l'évolutionnisme. Donc pas question de faire intervenir la religion, pas question de faire intervenir le finalisme. Tous ces arguments vont simplement dans une théorie qui peut se schématiser en deux principes. D'une part, les espèces varient par la reproduction, les individus se croisent, il y a une reproduction sexuelle, donc les nouveaux individus ont des variations purement génétiques liées à leur géniteur, et puis ces variations sont sélectionnées par la pression du milieu. Climat, prédateurs, nourriture et autres pressions liées à l'environnement. Donc ces deux principes résument complètement le darwinisme. Et aujourd'hui encore, ce sont toujours ces deux principes qui régissent le darwinisme. Les darwiniens aujourd'hui sont toujours avec ces deux principes. Alors il y a des grands débats parce que, comme vous allez le voir, je vais vous le dire brièvement là aussi, parce qu'il faudrait de longs développements, tous ces arguments ne trouvent pas de vérification dans les faits lorsqu'on pousse soit l'observation empirique, soit l'expérience. Et donc, je vous disais, les darwiniens tendent à... Même Darwin, à la fin de sa vie, faisait un peu plus de place à l'idée de caractère acquis et relativisait la notion de sélection qu'il avait pensé un petit peu toute puissante dans ce mécanisme de l'origine des espèces. Alors Darwin, croyant, avec une épouse croyante, plus croyante que lui, a hésité très longtemps avant de publier. Il a mis 20 ans avant de publier son livre et on l'a un peu incité. Lyell, le géologue. Alors, pour l'anecdote, Lyell est resté croyant très longtemps et ne s'est converti à la théorie de l'évolution qu'assez tard. Mais c'était quand même un libéral, donc il fricotait un petit peu avec les idées libérales. Il pensait qu'il fallait revenir sur la lecture de la Bible trop littérale. Donc c'est une époque un peu où le rationalisme prend son essor et donc ces gens-là se disent oui, peut-être bien que Dieu est à l'origine, mais l'évolution ne se passe pas comme on nous l'explique dans la Bible. Ils avaient une lecture finalement, ils avaient eux aussi une lecture peut-être un peu simpliste de la Bible. Alors très rapidement, parce que je dois achever, mais je vais vous donner quelques éléments qui montrent, alors là vous trouverez ça, donc je présente à nouveau mon livre, vous trouverez dans cet ouvrage l'ensemble des réfutations de la théorie darwinienne et du transformisme en général, parce qu'il faut savoir que le lamarckisme, cette idée qu'il y a une force à l'intérieur des structures génétiques, de changement du génome, est revenu en force au cours du XXe siècle, et aujourd'hui encore, parce que, comme vous allez le voir, précisément tous les faits que Darwin met en avant, eh bien, ne se sont pas vérifiés. Ces espérances ne se sont pas vérifiées. Alors j'ai parlé, le premier point que j'ai soulevé, c'était l'adaptation. Est-ce qu'il y a une adaptation chez les animaux, une adaptation qui va au-delà des variations de race, au-delà des variations un peu accidentelles de la morphologie? Il y a quelques cas un peu extraordinaires. Dans les années 70, on a lâché des lézards dans une île de l'Adriatique, et on s'est aperçu au bout de 36 ans que ces lézards ont un système digestif qui a varié, avec 2 valves. On a aussi le cas de lézards, encore, des îles de Floride, qu'on a
qui ne vivaient pas avec des prédateurs, et on a mis des lézards prédateurs. Et les biologistes nous disent que donc les observations montrent que les pattes de ces lézards se sont transformées, sont plus larges, ont une espèce de lamelles qui permettent d'adhérer plus facilement aux branches. Et donc, voilà un exemple de transformation un petit peu remarquable que l'on attribue. Alors, on attribue à une transformation un peu génétique, puisqu'on nous dit que ces lézards sont modifiés par mutation, c'est-à-dire se sont adaptés au milieu. Voilà les exemples les plus extraordinaires que l'on a sur l'adaptation. On n'a pas tellement autre chose. On cherche, on racle un peu les fonds de tiroir pour trouver de l'adaptation. Mais en aucun cas, ces lézards ne deviennent autre chose. Ils deviennent une iguane, même pas une iguane, ou ils grossissent peut-être en taille, mais en aucun cas on observe dans la nature de transformation d'espèce, c'est-à-dire de passage d'une espèce à l'autre. Et Jean Rostand, qui avait tout essayé, alors ça c'est sur l'observation, mais les biologistes ont aussi travaillé sur l'expérimentation. Ils ont bombardé au niveau nucléaire certains embryons, etc. Bon. Ce travail d'expérimentation n'a abouti à rien. Jean Rostand, dans les années 70, faisait l'aveu que toutes les expériences qu'il a faites sur les grenouilles, sur les canards, n'ont abouti qu'à des individus dégénérés, désadaptés, etc. Bon, je ne vous donne pas la citation, mais c'était ça. Aujourd'hui, alors vous allez me dire, c'est les années 70, aujourd'hui, un biologiste de l'Institut Max Planck redit la même chose. Les mutations ne peuvent transformer une espèce originelle en une espèce entièrement nouvelle. Cette conclusion s'accorde avec toutes les expériences et les résultats de toutes les recherches effectuées sur les mutations au XXe siècle, ainsi qu'avec les lois de la probabilité. Les lois de la probabilité, ça veut dire que, compte tenu du nombre de mutations, qui sont plutôt rares, il est totalement invraisemblable que les mutations aboutissent à on aboutit à des individus déformés, dégénérés, des mouches avec 4 ailes, des mouches sans ailes. On a fait beaucoup d'expériences sur les mouches drosophiles parce qu'elles se reproduisent à une très grande vitesse. Donc on a des milliers et des milliers de générations qui pourraient couvrir des siècles, plus que des siècles, des millions d'années. Et en fait, ces mouches ne deviennent pas autre chose que des mouches drosophiles. Deuxième point, la sélection qui était si importante pour Darwin, la sélection du plus apte. Est-ce que dans la nature on observe une sélection? Oui, on observe une sélection des plus aptes. On a un cas fameux que les évolutionnistes ressortent toujours, c'est le cas du phalène du bouleau. On s'est aperçu que au XIXe siècle, lorsque les industries se sont installées en Angleterre et ont commencé à polluer les arbres et les bouleaux sont devenus noirs, tous les papillons, les phalènes papillons de couleur noire ont commencé à croître dans la population des papillons et les blancs disparaissaient. Tout simplement, ils étaient mangés. Ils étaient visibles, donc étaient mangés par les oiseaux, alors que les phalènes noires survivaient et la population a atteint 98%. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque ces industries ont fermé ou lorsqu'il n'y a plus de pollution, les phalènes blancs sont redevenus importants dans la population. Donc, effectivement, on ne peut pas nier la sélection, la réalité de la sélection, mais je dirais que c'est un principe qui n'a jamais été nié par ceux qui s'opposent à l'évolutionnisme, parce que dès le temps de Darwin, beaucoup de grands zoologistes, beaucoup de grands naturalistes, tels que Cuvier, Agassiz et d'autres, se sont opposés radicalement à cette théorie, parce qu'on savait que les espèces étaient... L'observation montrait que les espèces étaient très nettement séparées dans la nature. Et donc, tous ces naturalistes ont attaqué, ont défendu l'idée d'espèces stables. Troisième argument de Darwin, l'homologie, le plan d'organisation et puis l'embryologie. Donc j'ai relié, puisque ce sont deux idées qui sont proches, l'homologie au niveau embryon et l'homologie au niveau de la structure de l'anatomie et des squelettes. Est-ce que l'homologie permet d'aller dans le sens de la théorie évolutionniste? Est-ce que véritablement il y a des ancêtres communs entre les poissons, les amphibiens, les mammifères, etc., et les oiseaux et tous les animaux volants? En réalité, là aussi, on n'a jamais observé une telle chose.
c'est le passage à une membrane. Alors on a par exemple, on a échafaudé des théories pour expliquer comment un animal à membrane, comme le Proavis, c'est une espèce d'animal qui plane, ou le Galeopithèque que Darwin pensait être un chaînon manquant, parce que le Galeopithèque c'est un petit animal, on sait maintenant que c'est un lémurien, qui a des membranes et il plane d'une branche à l'autre. Alors on pourrait l'assimiler à un écureuil avec membrane, parce qu'il y a des écureuils aussi qui planent. On pourrait l'assimiler à une belette, il ressemble plutôt à un lémurien, à une belette. Darwin pensait que peut-être il y avait une transition vers la chauve-souris. Bon, ça paraît invraisemblable. Si j'ai pas l'image là, mais si on voit si vous voyez le Galeopithèque, vous vous rendrez tout de suite compte qu'il est unique en son genre et qu'il ressemble ni à une chauve-souris, ni à une belette, et rien du tout de cela. Donc est-ce qu'il y a eu une transition par l'adaptation qui permet de dire il y a homologie, c'est-à-dire plan commun entre tous ces animaux, toutes ces espèces variables? En aucun cas. Denton prend aussi l'exemple du système respiratoire des oiseaux, qui est unique et qui n'a rien à voir avec aucun système respiratoire. C'est-à-dire, le passage d'une membrane à une aile est totalement... On est incapable de reconstituer ça, ne serait-ce que théoriquement. On n'observe pas. Mais si au moins les spécialistes pouvaient reconstituer cette transition de la membrane à l'aile, on pourrait dire, voilà, nous avons reconstitué théoriquement les possibilités. En aucun cas, on a une telle reconstitution. Je reviens à l'idée du système respiratoire chez les oiseaux. Même chose. Denton nous dit que c'est le problème de l'aile multiplié par 100. Bon. En aucun cas, là aussi, l'homologie nous permet de dire on est passé de l'amphibien au mammifère. Alors là, il y a un cas très fameux qui est intéressant, parce que dans les années avant 1938, on avait le fameux sélacanthe, que vous connaissez peut-être. C'est un animal qu'on donnait comme un ancêtre possible des amphibiens, c'est-à-dire un animal qui serait passé de l'eau à la terre, qui serait devenu... Enfin, qui aurait donné naissance à des mammifères ultérieurement. Et alors cet animal n'était connu que par les fossiles. Donc, les spécialistes évolutionnistes avaient échafaudé là aussi, conçu une théorie disant que ce fossile de sélacanthe, c'était un pré-amphibien. Alors pourquoi ils arrivaient à cette conclusion? Parce que l'animal fossile présentait une poche qui pouvait ressembler à un poumon. Il avait un cerveau plutôt volumineux qui semblait ressembler à ceux des mammifères terrestres et des nageoires un peu importantes qui avaient amené les évolutionnistes à penser que c'était des pattes, pratiquement des pattes. Manque de chance, en 1938, des pêcheurs je crois en Indonésie, dans mer d'Asie du Sud, pêche un sélacanthe. Et évidemment, Smith, qui est un paléontologue spécialiste de l'animal, avait dit je me serais retrouvé nez à nez avec un dinosaure, ça m'aurait fait le même effet. Le sélacanthe a été étudié, le poumon, on s'est aperçu que c'était une poche de graisse, le cerveau était un cerveau de poisson, et les pattes n'étaient pas des pattes, étaient tout simplement des nageoires. Donc voilà un cas où ce qui pouvait amener à penser que l'homologie existe est un argument en faveur de la théorie de l'évolution, était totalement démenti. Totalement démenti. Alors les embryons, on apprend à l'école, moi je me suis en terminale, on nous apprenait que la loi de Haeckel, c'est que l'embryon, on nous disait l'embryon récapitule l'évolution. C'est-à-dire l'homme passe par le stade poisson et puis par tous les stades de l'évolution. Et Haeckel, qui était l'embryologiste qui avait émis cette loi, avait fait des dessins pour montrer qu'il y avait une très grande parenté entre les embryons. C'est vrai que lorsqu'on voit ces dessins, on se dit oui, c'est très ressemblant. D'autre part, on avait constaté que l'embryon humain avait quelque chose qui ressemblait à des branchies. Et alors on s'était dit, voilà un exemple, c'est bien, la branchie montre que le petit humain a été, dans les temps originels, très lointains, était un poisson.
Là aussi, cruel démenti pour Haeckel et pour ceux qui soutiennent l'homologie. En réalité, Haeckel d'abord a triché sur les dessins. Il a été exclu de l'université pour ça. Il a été exclu de l'université et il avait dit à ce sujet quelque chose qu'il faut quand même méditer parce que c'est quelque chose de très important dans ces questions, puisque là, comme je vous l'ai dit au début, la théorie de l'évolution est une théorie qui se dit scientifique mais qui n'a pas, quand on l'examine d'un point de vue épistémologique, n'a pas l'assise scientifique. Il avait dit donc, ce cher Haeckel avait dit, ce qui me console, puisqu'il avait été accusé, il avait été soumis donc on l'avait à une commission disciplinaire qui l'avait exclu de l'université. Il avait dit ce qui me console, c'est que beaucoup de mes collègues font la même chose que moi. Donc ça donne un peu l'idée de ce qu'était déjà un peu le savoir, je ne veux pas te dire trop de mal de l'université, mais universitaire déjà à la fin du 19e siècle. Donc Haeckel exclut pour des dessins qui sont... il avait grossi ses dessins jusqu'à 10 fois. Donc, non seulement ces dessins étaient grossis et la loi n'était pas vérifiée, mais dans les années 50, les évolutionnistes eux-mêmes ont radicalement nié cette loi. L'évolutionniste Simpson écrit en 1965 « Haeckel a représenté l'évolution d'une manière erronée. De nos jours, il est établi de façon certaine que le développement embryologique ne reflète en aucun cas l'évolution. » Il faut le retenir, ça, quand même. Alors, il n'est pas le seul, beaucoup d'autres évolutionnistes arrivent à cette conclusion. Ça ne nous empêchait pas, dans les années de 80, 70-80, d'apprendre, soit à l'université, soit en classe de philo, que la loi de Haeckel est vérifiée. Et je vais vous dire même, j'ai parcouru le livre de Jean Chaling qui s'appelle « Darwin, quoi de neuf depuis Darwin ?» Il soutient la loi de la récapitulation, cette fameuse loi du parcours de l'embryon depuis le stade poisson, amphibien, etc. Quatrième fait, dont je vous ai parlé, la géologie de Lyell, l'érosion très lente qui, transposée aux espèces, expliquerait les variations lentes, etc. Donc, comme pour les espèces animales, la géologie est très lente. Là aussi, nouveau démenti, beaucoup plus récent, à la fin du 19e siècle, Johannes Walter, un géologue, constate dans la baie de Naples que lorsqu'il y a un flux important, les couches et les grains de sédiments et les matériaux de tailles différentes, en fait, ne se superposent pas de manière verticale. Oui, j'ai oublié de dire que en fait, dans la géologie classique, chez Lyell, non seulement l'érosion ou la sédimentation se fait de façon très lente, mais elle se fait de façon verticale. Et elle se fait de façon verticale, de manière étagée, de telle sorte que les couches les plus basses sont les plus anciennes, et les couches les plus récentes sont au-dessus. Et c'est ce qui fait penser, qui a toujours fait penser, entre autres à Darwin, puisqu'il avait observé pendant son voyage les variations d'espèces, que les animaux, les couches les plus basses étaient les plus anciens, etc. Donc il y avait une évolution et une variation d'espèces. En réalité, c'est un des aspects de la formation des couches géologiques. Walter montre que les couches se font aussi latéralement, c'est-à-dire que si vous prenez un tronçon vertical, vous avez des animaux qui peuvent être de la même période, mais étagés sur plusieurs strates. C'est simple à comprendre. Si le flux est latéral, et si les couches géologiques se forment latéralement, la dernière couche qui arrive est de même période, si vous voulez. Si on prend une carotte, comme ça verticalement, au lieu d'avoir les espèces qui s'étagent, on va dire T1, T2, T3, période 1, période 2, période 3, on aura une seule période qui est T1, mais tous les animaux qu'on va trouver dans le tronçon vont être de la même période. Donc vous comprenez bien que c'est une révolution dans la conception de la géologie. Tout ça ne se fait pas verticalement, mais latéralement. Alors cette observation qui avait été faite empiriquement par Walter dans la baie de Naples a été reprise par un très grand géologue français et un géologue canadien qui s'appelle Berthaud et Julien au Canada. Ces auteurs, ces savants ont fait des expérimentations en laboratoire à grande dimension et ont vérifié que l'étagement se faisait latéralement et ne se fait pas uniquement par superposition verticale. Voilà, alors peut-être je vais quand même indiquer le dernier argument qui est très important, qui
qui est vraiment décisif pratiquement et qui contredit totalement la théorie darwinienne. Darwin, évidemment, attendait qu'il y ait beaucoup de chaînons manquants. C'était complètement lié à sa théorie. Sa théorie, c'est la variation permanente, c'est des mutations constantes et une sélection de ces mutations. Donc il espérait qu'il y ait beaucoup de chaînons manquants dans la nature, et à son époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Il se posait déjà la question, mais pourquoi ne trouvons-nous pas dans le sous-sol tous ces chaînons manquants que ma théorie prévoit, que ma théorie attend. Et alors aujourd'hui, après plus de 150 ans, est-ce que nous avons trouvé ces fameux chaînons manquants que la théorie darwinienne espérait? Bien, il faut le dire, en rien. On ne trouve rien, il n'y a aucun fossile. Et c'est tellement vrai que les évolutionnistes aujourd'hui sont obligés de réviser la théorie darwinienne et adopter ce qu'on appelle le saltationnisme, c'est-à-dire les espèces mutent brutalement à un moment donné de l'histoire, mutent brutalement et deviennent une autre espèce, et cette espèce ensuite suit les lois de Darwin, c'est-à-dire variation et sélection. Je voudrais vous montrer un petit schéma qui est tout à fait très parlant, et je m'arrêterai là ensuite. Voilà ce qu'espérait, voilà ce qu'attendait Darwin, donc schéma de droite, donc une explosion de fossiles qu'on aurait découvert. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Il attendait une explosion de fossiles que l'on... Voilà à droite, hein, la courbe. Et puis, évidemment, tous ces fossiles seraient reliés comme un buisson, puisque ces espèces s'enchaînent, descendent les unes des autres. C'est un arbre. En réalité, voilà ce qu'on a à droite, c'est-à-dire, évidemment, on a de moins en moins de fossiles. On a accumulé 200 millions de fossiles, mais il n'y a aucune trace de chaînon. Et au lieu d'avoir un arbre buissonneux avec beaucoup d'embranchements, on a des espèces très séparées qui sont segmentées comme des canaux et sans aucune proximité et génétique et morphologique. Voilà en gros ce que l'on peut dire de cette théorie qui, je le répète, n'est pas une théorie fondée scientifiquement.